Jour, jour 3 pour 3 pour avoir le strawberry. Blueberrini octopusini. Oui, j'en ai marre. Je m'en fous de ton poulpi de con, je vais le vendre. Graipus medusa. Oh le pression. Oh le pression. Le pression. Il pousse carrément parce que c'est un des meilleurs brainos de la base là. En plus il est en gold. T'es pas prêt? Tu sais que le chat j'ai inclus non, je trouve qu'il y a un meilleur truc. Alors toi tous. Un doule vous connaissez. J'ai pris. Attends, mais ça veut dire que là j'ai. Attends, je vais calculer. Parce que j'ai un pote qui a un 6-7. Il peut pas me l'échanger. Il veut pas te l'échanger? Ouais, je peux pas le échanger. Il a trop des trucs bien pour moi. Ok, dans 4 minutes 30, frère, il y a un autre truc. Quand il sera 1h du matin, pour récupérer une chance x4. Yeah. Hier, on a eu une chance x4. Une fois x4 jeux. Aujourd'hui, on a eu un vrai note nul. Et on a fait un autre vrai rapport. C'est Raipous. Et Raipous, frère, c'était pas prévu. Mais même toi, tu rigolais. Bananita dolfinita. J'étais en train de rigoler, c'est pas la même. Blueberrini octopusini. Peut-être. Mais par contre, c'est vrai que cette phrase. Je crois que mon nom. Ah aussi, c'était pour Raipous. À la maison, et du coup, tu peux imaginer tout ça. En plus, ça n'arrive pas au gold. Directement, on crie pas directement. Non, on est sur un radar. Trulimero trulicina. Aïe. Et premier péché de la merde. C'est la pouce de. C'est cette Graipous qui nous a donné une chance. Trippi troppi troppa Ah, trippa. dommage. Orcalita orcala. Wouhou, c'est nul. Et je m'aime pas. C'est les meilleurs brainos du jeu. Dans la deck. Normal, gold. En fait, j'ai un ami qui est le diamant. une personne aussi très riche. Juste pas accrocher le coup là. En fait, cette maison-là, il a toujours On a juste pas accroché. elle est quand même dans le sens où il y a tout qui est un peu important. Il est sorti. Il est trop bien pour être vendu. Tractoro dinosaure. Oui, donnez-moi. Depuis un an, à peu près un an et demi. Et tu sais quoi, à partir de maintenant, il faut. Quoi? Est-ce que mes trucs de pâte, tu sais? Crabbo limonetta. Oui. Et je te rends pas? Non. La maison elle est très grande, il y a le sous-sol, il y a un grenier.
Il y a une immense salle de bain, une piscine intérieure qui est vraiment immense aussi. Et voilà, donc c'est quand même une bonne maison. Et en fait, nous, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, cet ami, il est parti en voyage. Donc, comme il devait garder la maison, il a demandé à nous. Bon, il y avait encore une trace de chocolat, mais vas-y, ça visiter, c'est visiter, on va dire, être dans la maison pour être sûr qu'il n'y a personne qui vient et puis regarder un petit peu quoi. Dernier jeu de challenge. Donc, avec mon mari, avec ses sœurs et ma mère. Donc, on était 5 à peu près. Orcalero Orcala. Exactement. Moi, quand j'étais rentré dans cette maison, je sentais vraiment l'énergie en un peu lourde en fait. Je sais pas si je trouvais ça. Après, ça marche. Grancello Spiritelli. C'est un deuxième crabe. En fait, ils vivent dans les lieux abandonnés. En général, dans les lieux. C'est un deuxième crabe qui danse. Et c'est le crabe qui danse. Et donc, moi, j'ai jamais entendu quoi que ce soit, j'ai jamais vu quoi que ce soit dans ma vie. Bah, il donne 300 000, il peut rester dans la base. Hein. Faire un petit tour, donc j'ai pris La parisienne, elle veut moi aussi. Elle est tombée du ciel, elle est calme comme pas possible. avec des tags et tout, enfin, on voyait un peu dedans. Puis en fait, en regardant dans la liste, Los Planitos, je peux pas acheter. Allez, hop. Ah, c'est le nouveau là. Ouais. Auquel on peut faire la nouvelle reconnaissance, c'est vrai? C'est pas la nouvelle résistance. Si, c'est avec celui-là qu'on peut faire la nouvelle reconnaissance. Ça, regardez, avec les... Lucky Block. Oui. Lucky Blocks. Lucky Block. Bon bah. Putain, Mais merci à le 2. regarde, c'est la qui bloque. Attends, regarde, on a quoi? Certes, pas mutation, mais au moins c'est un bloc. Regarde, il y aura quoi comme empreinte? Avec l'événement génial. Avec l'événement OVNI, là, c'est un autre doule. Vraiment, je voulais faire un rituel et à la fin du mois, je vais finir par pouvoir en faire 28. Pareil, t'as un examen. J'aurai des no my examen, yes my examens. Bon, on va aussi se les partager dans la French Pizza, mais vas-y, ça c'est autre chose. On va se les faire ping-pong, frère. Ok, la chance x2 va toucher à son terme. À sa fin. Je pourrais avoir yes my examen. Il est moins rare que le no my examen. 4 là qui bloquent. Alors, je te mets toi ici parce que je mets du plus rare au plus nul. Et actuellement, les plus rares, c'est les godes. Pousse ta tête là. Bon, Doudou est certes plus rare, mais vas-y. Le loul, il compte pas. J'ai demandé d'ailleurs à Madi si c'est 5 ou 6. Parce que si c'est 5, je l'ai déjà, vu que j'ai un Lucky Block mythique dans ma base de démonçage. Que je voulais ouvrir. On a le droit de les ouvrir, c'est Lucky Block? Non. Non. C'est Lucky Block pour qu'à la fin, sinon on les ouvre, frère. Je les ai tryhards pour que ça soit mon pote qui les ouvre. À la fin, tu me dis, bah, on les ouvre. Et moi, je te dis, bah ouais, en fait, on va les ouvrir. Imagine, on n'a pas de pop cerveau. Imagine, tu vois, tu dis toujours, imagine, on a un truc du fou. Après tu avec un petit doigt.
Ou un Carlo. Et Sabré. Ou un Chihuahua mini. Ou un os Chihuahua. Ou un os Bonito. Non, ça c'est le café de là. D'ailleurs, parce que. Voilà. Il y a un autre truc qui est chelou. C'est pourquoi le Lopapieto c'est le même. Le Orcalino. Parce que toutes les versions des. Oui, vert. En gros, pourquoi ils sont pas comme les. La cappuccino je sais pas moi. Dans les secrets. Tête de bite. Ah, pas de temps. Tu mens. Non. Le roi là. Non. Non. Tu dis Je connais. Je plus sourd. Je connais. Professeur, je suis vraiment pas sûr que ça va marcher. Oh ta gueule! Ça va marcher si Dieu le veut. Mais professeur, c'est scientifiquement... Ah ta sœur, je t'ai dit que ça va marcher si Dieu le veut. C'est bon ou pas? Oui, ok, c'est bon. C'est une dinguerie d'être con comme ça. Actionne le levier. Entendu. Je vous avais dit que ça allait pas marcher. Oui, je pense avoir compris notre erreur. Vous avez compris que c'était impossible de ramener les morts à la vie? Non, je pense que c'est parce que tu as oublié de dire Bismillah avant d'actionner le levier. Professeur, si vous voulez, je peux vous piétiner maintenant. Hein. Piétine ta sœur plutôt. Allez, c'est bon, je vais vous niquer, rien à foutre de l'expérience. Attends une seconde. Regarde, il bouge. Oh putain, je suis où là? Qu'est-ce que t'attends pour snapper, imbécile? Wesh, vous êtes là depuis quand vous? Et vous êtes qui même? Et moi-même, je suis qui même? On est des scientifiques, mon ref. Ça fait des années qu'on essaye de te ramener à la vie. Toi, en revanche, on sait pas trop t'es qui. T'es un random qu'on a déterré comme ça. Pourquoi? Professeur... Cette femme est en train d'avoir extrêmement mal, et ce qui est bizarre c'est que la douleur vient de son membre manquant, et il s'avère que quand tu perds un bras ou une autre partie, tu vas soudainement avoir mal à cet endroit-là, et c'est parce que les nerfs restants continuent à envoyer des signaux de douleur, ce qui cause le cerveau à se mélanger les pinceaux en croyant que le membre existe encore et a mal, avec la seule solution à ce problème étant un jeu ingénieux de miroir qui pousse la personne à croire que le membre est encore là, faisant partir la douleur. Les mariages forcés, vous savez comment ça se passe? Dans ma famille, il n'y avait qu'une règle. Tu rembourses toujours ce que tu dois, peu importe le prix à payer. Alors, quand à 19 ans j'ai découvert que mon père devait 200 000 € au Kozlov, j'ai tout de suite compris que c'était fini pour nous. Ce jour-là, mon père était affalé à la table de la cuisine, la tête entre les mains, pendant que ma mère faisait les 100 pas et enchaînait les cigarettes, nerveuse comme jamais. Il ne restait plus que 3 jours avant que la dette n'arrive à échéance. Et on n'avait pas un sou. Soudain, Boris Kozlov s'est pointé chez nous avec son fils Nikolai. Boris m'a scruté comme on examine une voiture qui ne l'emballe pas trop, puis il s'est tourné vers mon père. La dette est effacée ce soir si elle épouse mon fils. Mon père n'a même pas osé croiser mon regard. Il a juste accepté sans broncher. Ma mère, elle, a simplement tiré une bouffée et est restée à fixer le mur. Le mariage a été expédié dans la cave de Boris. Pas de robe claire, pas de bouquet, seulement des signatures sur des papiers et des types armés pour surveiller. Nikolai avait 28 ans et un regard complètement vide. Une fois la cérémonie finie, il s'est penché et m'a soufflé. T'es juste un moyen de paiement, rien de plus. Garde ça en tête. Les violences ont commencé dès la première nuit. Il m'a montré une pièce sans fenêtre verrouillée de l'extérieur, en m'expliquant que c'était là que je finirais si je faisais des histoires. Il surveillait mes appels, lisait tous mes messages. Si j'étais trop longue au supermarché, il débarquait pour me traîner par le bras. Il me rappelait sans arrêt ce que sa famille réservait à ceux qui trahissaient, comment ils en faisaient des exemples sur plusieurs générations. Il avait planqué des caméras dans presque toutes les pièces, sauf la salle de bain. Quand je me douchais, il toquait pile 10 minutes après. Le matin, il choisissait mes fringues, m'inspectait sous toutes les coutures. Si mon maquillage ne lui plaisait pas, il me l'effaçait violemment et le refaisait lui-même. Il me pesait chaque semaine et surveillait ce que je mangeais. Tous les dimanches, on dînait chez Boris. Je devais rester muette. Eux parlaient affaires comme si je n'existais pas. Trafic, règlement de compte, liste des ennemis rayés de la carte. Sous la table, Nikolai serrait mon genou de plus en plus fort si j'osais broncher. Sa mère me gratifiait de sourires hypocrites, lançant une vraie petite femme. Elle sait tenir sa place. Tous les mois, mes parents appelaient juste pour vérifier que j'étais bien docile. Ils ne demandaient pas si j'allais bien, si j'étais heureuse, juste si je n'oubliais pas que la vie de mon père dépendait de mon obéissance. Ma petite sœur n'avait plus le droit de me parler. Il ne voulait surtout pas qu'elle prenne de mauvaises idées. Le déclic a eu lieu quand Nikolai a ramené une autre femme à la maison et m'a forcé à servir le dîner alors qu'il se donnait en spectacle devant moi.
moi. J'ai laissé tomber une assiette. Il m'a giflé sans hésiter. Elle a éclaté de rire. C'est ça, la fameuse dette? Même pas jolie. Cette nuit-là, pendant qu'ils occupèrent ma chambre, je suis restée assise dans la cuisine, persuadée que je préférais mourir en cherchant à fuir que continuer à vivre comme ça. À partir de là, j'ai tout planifié en douce. De minuscules sommes mises de côté lors des courses, des billets cachés dans des boîtes de tampons, horaires de bus mémorisés, plans étudiés pendant les rares moments à la bibliothèque. Je jouais à la femme soumise, docile, pour lui faire croire que j'étais brisée. Il m'a fallu 6 mois pour réunir de quoi acheter un billet de bus et changer de département. Je m'entraînais à modifier ma démarche devant le miroir, à imiter d'autres accents avec des vidéos YouTube quand j'avais droit à Internet. Tu nous appartiens, m'avait glissé Nikolai un jour. Où que tu sois, on finira par te retrouver. Le soir où je me suis échappée, j'ai attendu qu'il soit absorbé par son poker, ce qui durait des heures. Je n'ai emporté que le strict nécessaire, vêtements superposés et argent caché. Cela faisait des semaines que je glissais de petites doses de somnifères dans sa vodka, juste assez pour qu'il plane sans rien remarquer. À la gare routière, j'ai balancé mon téléphone et acheté mon billet en tremblant. 48 heures sans fermer l'œil, persuadée qu'à chaque arrêt, il y aurait des hommes pour me ramener. J'ai changé de bus 3 fois, fait des détours rien que pour brouiller les pistes. Dans les toilettes d'une station-service, j'ai taillé mes cheveux avec des ciseaux piqués et les éteints en noir avec une colo de supermarché. J'ai échangé mon manteau avec une sans-abri et acheté des fringues d'homme en friperie. À l'arrivée, impossible de reconnaître la fille d'avant. Je me suis installée dans un petit village de montagne, prenant un boulot de plonge sous une fausse identité. Pendant 2 ans, j'ai sursauté au moindre bruit, au moindre accent venu de l'Est. Je vivais dans la discrétion la plus totale. Boulot au noir, pas d'amis, changement fréquent. Avec le temps, j'ai appris à surveiller si j'étais suivie, à improviser d'autres trajets, à garder des sacs d'urgence prêts. Un jour, je suis tombée sur la nécro de mon père en ligne. Un habitant trouvé mort dans un accident de voiture. Je savais bien que ce n'était pas un accident. Ma mère et ma sœur, disparues sans laisser de traces, pas de décès signalé, pas d'enquête, juste le néant. Les Kozlov avaient fini par effacer leurs dettes, mais pas sur moi. Aujourd'hui, j'ai 32 ans, je travaille dans un centre pour femmes victimes de violences conjugales, loin de tout ce que j'ai fui, et j'aide d'autres femmes à disparaître, parce que je sais exactement comment on s'y prend. L'hôpital m'a appelé pour prendre des nouvelles de ma fille, mais je la tenais justement dans mes bras quand ils ont dit « Nous l'avons toujours ici ». Comment? J'ai baissé les yeux vers Sophie, installée sur mes genoux en train de grignoter des petits biscuits en forme de poisson. Au bout du fil, la femme a répété, plus lentement, « Nous aurions besoin que vous veniez chercher Sophie Reeves en pédiatrie. Elle est prête à sortir ». Ma main s'est mise à trembler. Sophie était bel et bien là, devant moi, avec son t-shirt violet à dinosaure. J'ai tenté d'expliquer qu'il devait y avoir une confusion, puisque ma fille était à la maison avec moi. Un long silence a suivi, puis j'ai entendu des papiers qu'on feuilletait. La femme a demandé la date de naissance de Sophie. J'ai répondu, le 15 mars 2019. Elle a repris, très sûre d'elle. Selon nos dossiers, Sophie Reeves, née le 15 mars 2019, a été admise chez nous il y a 3 jours après un incident sur une aire de jeu. Mais 3 jours plus tôt, Sophie était à la maternelle et j'étais bien allée la chercher à midi, comme d'habitude. Elle s'était simplement écorché le genou sur le toboggan, rien qui ne justifiait un passage à l'hôpital. J'ai alors demandé de quel incident il s'agissait exactement, et la femme m'a expliqué que Sophie était tombée des barres et s'était cognée la tête, escortée à l'hôpital par une certaine Deborah Mills, une enseignante du Little Sprouts Learning Center. C'était bien le nom de l'école de Sophie, mais il n'y a jamais eu de Deborah là-bas. Ses maîtresses s'appellent Mademoiselle Patricia et Mademoiselle Gina. Malgré mes protestations, la femme a insisté. Il fallait venir tout de suite. Ils essayèrent de me joindre depuis 2 jours déjà. J'ai vérifié mon téléphone. Aucun appel manqué de l'hôpital. J'ai quand même pris la décision de filer à Riverside Memorial. Sophie installée dans son siège auto à l'arrière. À l'arrivée, lorsque j'ai poussé la porte du service pédiatrique, l'infirmière a levé les yeux et son visage a pâli en nous voyant. Une autre infirmière s'est avancée dans le couloir, tenant par la main une fillette brune, yeux bruns, t-shirt jaune à papillon. C'était le portrait parfait de Sophie. Pas seulement une ressemblance. C'était sa copie conforme. La petite m'a aperçue et a soufflé. Maman, Sophie m'a alors serré la main de toutes ses forces. Les infirmières nous regardaient tour à tour, visiblement déconcertées. Laquelle était la mienne? J'ai désigné Sophie, mais l'autre petite s'est mise à pleurer, les bras tendus vers moi, en appelant sa maman depuis 3 jours. Je me suis agenouillée, j'ai observé les 2 filles. Même petite cicatrice sur le genou gauche, même minuscule tache derrière l'oreille droite, même dent de devant légèrement ébréchée. J'ai soulevé la manche de Sophie. La trace de brûlure depuis son accident avec le four l'année passée était toujours là. J'ai vérifié le bras de l'autre, la même marque, exactement au même endroit. Un médecin a suggéré qu'on fasse des tests ADN, mais il faudrait attendre plusieurs jours. La police a été alertée. En attendant, je me suis retrouvée avec 2 petites filles qui avaient tout de Sophie. Sophie restait blottie sur mes genoux, tandis que l'autre s'approchait tout doucement. Elle m'a raconté qu'une gentille dame, Deborah, l'avait amenée à l'hôpital après sa chute, en lui promettant que sa maman viendrait la chercher. Quand je lui ai demandé où elle habitait, elle a décrit ma maison dans les moindres détails. La boîte aux lettres bleues, la fissure dans l'allée, la chambre de Sophie, ses peluches, ses plats préférés, rien ne lui échappait. L'enquêteur a vérifié, aucune Deborah Mills n'existait. La carte d'identité était fausse. L'école n'avait rien contrôlé, puisqu'elle ne remplaçait que pour 3 jours. Personne ne savait qui elle était vraiment, ni où elle était passée. La police a pris les empreintes des 2 petites. Résultat, pour la seconde, aucune trace, aucune naissance déclarée, aucun dossier nulle part, comme si elle n'avait jamais existé. Le policier a proposé de garder les 2 filles sous surveillance pour la nuit, mais Sophie était terrorisée, et j'ai refusé de la quitter. Pendant que la sécurité retenait l'autre enfant, elle hurlait que j'étais aussi sa maman. Rentrée chez moi, j'ai vérifié toutes les serrures, 2 fois, puis j'ai parcouru les photos sur mon téléphone, celles prises ces derniers mois. Sur une photo du parc, 2 semaines plus tôt, je l'ai vue en arrière-plan. Une petite fille derrière la grille, qui nous épiait. Même cheveux bruns, même t-shirt jaune à papillon, immobile, fixant Sophie. Elle nous suivait depuis un moment. J'ai regardé plus loin. Sur 3 autres clichés du mois précédent, elle était là aussi, toujours en retrait, toujours en train d'observer, et toujours vêtue de ce t-shirt jaune à papillon que Sophie avait justement perdu à l'école. L'hôpital m'a appelé. Alors demain je ne serai pas là. Yes. Pardon. Oh non, c'est trop nul. Normal, je suis sûr. Ben merci Yanis. Demain je suis à l'hôpital. Vous vous en remettrez madame. Mais il est horrible ce gosse. Il t'a pas du cœur Yanis. Je m'en bats les reins. Demain journée PlayStation. Journée mort demain la grasse matinée. Ah non mais demain il y aurait un remplaçant. PlayStation merde. Oh yes. Du coup pas de dodo. Et non José. J'espère qu'elle revient pas de l'hôpital. T'as dit quoi Yanis? Ah j'ai dit courage dans l'hôpital. Ouais courage ouais. Espèce de menteur. Ta gueule toi avec ta daronne. Alors demain. En tout cas, je te remercie pour ton aide. J'aurais jamais pu sauver Loïs sans toi. Oui, vraiment, merci beaucoup. Quoi, tu dis même pas de rien, je sais pas? Pourquoi faire? Pourquoi faire? Mais attends, mon gars, tu nous as aidés, on est là, on te remercie, et toi, tu nous fais ton bâtard ténébreux! Doucement, Clark. Mon gars, arrête, hein, toi aussi, tu fais chier tout le monde avec ton sourire de con et ton vieux costume, là. Il a quoi, mon costume? Bruce, enfin, Batman, il a quoi, mon costume? Ah, mon gars, il est vite fait, ton costume. Ah, il est vite fait, hein. Et on en parle du tien, full black, on dirait que tu sors tout droit d'un clip. C'est quoi, t'es un mec de Gotham ou de Sevran?
Et puis, je m'en bats les couilles, mon costume, je sais qu'il est méchant. Ouais, si tu veux, ouais. Non, 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 c'est pas si je veux, mon costume, il est méchant. Il est méchamment éteint. Tu vas vite parler mieux, par contre. Je sais pas, tu donnes des ordres à qui, là? Bah, à ton avis, tête de bite. Bruce, tu sais très bien que je peux te soulever ta grand-mère à tout moment. Je sais que tu le sais. Ouais, bah, t'inquiète même pas, j'ai ma kryptonite pour ça. Arrête de mentir, tu m'as dit que t'en avais plus. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. T'as encore de la kryptonite? Non, non, même pas, même pas. Si t'en as encore, t'es un de ces fils de... Mais parle pas de ma mère! J'ai dit si t'en... En tout cas, je te... À quel moment une collègue a passé 3 mois à essayer de prouver que je faisais semblant d'être sourde? Je suis sourde depuis mes 4 ans et depuis 23 ans, des gens pensent que mon handicap est une énigme à résoudre. 3 semaines après mon arrivée dans ce nouveau boulot, ma collègue débarque à RH puis revient vers mon bureau en annonçant bien fort: je sais ce que tu fais. Mon interprète me signe ses paroles. Tu as réagi quand j'ai fait tomber ma tasse hier. Tu fais semblant d'être sourde pour avoir des avantages. Je t'ai signalé. Si RH la croit, je perds mes aménagements, peut-être même mon job. Mon cœur bat si fort que j'en ai la gorge serrée, mais je garde le visage neutre. À partir de là, elle se transforme en détective, version débile et dangereuse. Elle commence à faire tomber des objets derrière moi, agrafeuse, classeur et même une plante dont le pot s'écrase contre ma chaussure. Je me retourne par réflexe. Elle note ça dans un carnet comme si elle venait d'inventer la gravité. Elle enrôle d'autres collègues. On m'observe à la pause déjeuner. Quelqu'un met une vidéo bruyante derrière moi, persuadé de me piéger. Je continue de manger, le regard droit, refusant de leur donner le spectacle qu'ils veulent. Puis elle dépose une seconde plainte, avec une vidéo où je me retourne quand elle m'appelle. On voit pourtant clairement mon interprète me toucher l'épaule. Rien n'y fait. Elle commence même à nous suivre, moi et mon interprète, jusque dans le parking. Mon interprète signe, elle enquête, mais elle n'a aucune compétence. Je ris, mais j'ai l'estomac noué, jusqu'au jour où elle devient violente. Dans l'escalier, elle surgit et claque des mains juste à côté de mon oreille. Je ne l'entends pas, mais je sens l'air bouger et je sursaute, glissant d'un pas. Elle filme tout en disant gotcha. Elle aurait pu me tuer. Cette nuit-là, je ne dors pas. Le lendemain, j'entre chez RH avec mon propre dossier. Date, témoins, photos, vidéos que mon interprète a prises discrètement. Je demande une enquête et l'analyse des caméras. 3 mois plus tard, RH nous réunit. Ma collègue arrive comme si elle allait recevoir un trophée. Elle étale ses preuves avec un grand sourire. Cela prouve qu'elle entend, dit-elle. Le responsable RH la regarde puis répond calmement: cette réunion ne la concerne pas. Elle vous concerne, vous et votre comportement intolérable. Il diffuse les images de surveillance. Elle me suit, fait tomber des objets, fouille mon bureau, filme sans consentement et la scène de l'escalier sous 3 angles. Et surtout, l'accès illégal à mes dossiers médicaux. C'est une violation fédérale. Je vois sa confiance quitter son corps comme dans un dessin animé. 3 autres employés handicapés avaient aussi porté plainte. RH referme le dossier. Votre contrat est rompu immédiatement. La sécurité va vous raccompagner. Elle répétait: je voulais juste aider. Je n'ai pas répondu non plus. Et À quel mais moment une collègue a